quand j'ai des comédiens en formation, je leur dis essayez d'éviter de vous cantonner à un média. Votre métier s'apprend sur tous les supports. On se rend compte que malgré cette génération de réalisatrices que je citais tout à l'heure, en fait, elles sont moins représentées en 2023 qu'elles étaient en 2022. Et ce qui est d'autant plus étonnant là-dedans, c'est que l'année où les femmes sont moins représentées, c'est l'année où en fait les budgets de films ont grossi. Par exemple, on cherche à trouver un producteur pour faire notre premier long métrage. On passe énormément de temps à faire des recherches de la paperasse, à essayer de rencontrer, personne nous signe. Comment on garde la flamme ? En vrai, première. Bonjour à tous, bienvenue dans cette première édition de En vrai, le podcast de Cominimage en partenariat avec Run & Gun, co-host Touliou Laes qui est à mes côtés. En vrai, c'est le podcast pour démonter les idées reçues sur les carrières dans le cinéma. Et vous allez découvrir que en fait, le cinéma est fait par des gens comme vous et moi et Touliou, mais surtout comme Marie Dogno qu'on reçoit aujourd'hui et qui va nous parler de son parcours. Voilà, on commence tout de suite. Je te laisse la parole, Touliou, tu veux... Oui, avec plaisir. Bon, moi, c'est rapide. Je suis réalisateur. J'ai créé le podcast Run & Gun, donc, dans lequel je t'avais invité, où je partage l'expérience de professionnel de l'audiovisuel et du cinéma. Donc, on parle un peu du parcours, mais aussi de la partie un peu technique et spécifique. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode, on commence avec Marie et on va parler de doublage, parce que c'est ton cœur de métier, je crois. C'est ça ? Tout à fait. Alors, on va parler de doublage, mais pas que de doublage, parce que Marie, elle a fait à peu près 2 milliards de choses sur toute la chaîne de prod. Et je pense qu'on peut même commencer par ça. Qui est Marie Dogno ? Marie Dogno. À la base, ma vocation, c'est d'être réalisatrice. Mais mon premier travail a été celui de la comédie. J'ai été comédienne. Je suis toujours comédienne. J'ai joué dans des films, des téléfilms, des séries. J'ai joué au théâtre aussi. Je joue toujours au théâtre. Je suis réalisatrice aussi. J'ai réalisé 3 courts-métrages, dont un moyen qui est sorti en salle. Et puis, ils ont tous eu un parcours dans les festivals et été diffusés par des chaînes hertziennes. Et puis, j'ai écrit des scénarios aussi. Et puis, à mes heures perdues, je peins. Et je vis depuis une quinzaine d'années principalement du doublage. Voilà, de ce secteur d'activité qu'est le doublage. Et j'y suis arrivée, enfin, si j'ai pu entrer dans ce secteur d'activité, c'était justement parce que j'avais réalisé et que j'étais comédienne. Parce que dans le doublage, tu es rentrée par... parce qu'on en a parlé un petit peu avant, on a papoté un peu. Tu es rentrée dans le doublage par la voie de ton métier de comédienne aussi. Donc, tu as commencé par être comédienne de doublage. Parce qu'on en a parlé avant, tu m'as dit, en fait, on parle souvent du doublage de façon assez généraliste, mais au final, il y a plein de métiers différents dans le doublage. Et donc, toi, c'était ta porte d'entrée première, c'était en tant que comédienne ou c'était plus large ? En fait, c'est une rencontre qui m'a fait entrer dans ce secteur-là. Alors, c'est vrai qu'il y a énormément c'est une industrie, en fait, le doublage. Et il y a énormément de métiers qui sont méconnus parce que, comme son titre l'indique, le doublage, c'est quelque chose qui n'est pas en devant de la scène. C'est un secteur d'activité qui est plus confidentiel. Donc, il y a les directeurs artistiques qui dirigent les comédiens donc lors des plateaux, qui les choisit pour doubler tous les personnages d'un film, d'une série ou d'un téléfilm. Il y a les ingénieurs du son qui prennent le son des comédiens qui viennent doubler donc Il y a les mixeurs, il y a les chargés de prod qui dispatchent les différents films aux directeurs artistiques, aux adaptateurs, parce qu'il faut des adaptateurs. Il y a aussi, il y a tout un corps de métier. Il y a des commerciaux pour les différentes boîtes de doublage qui vont chercher les films auprès des clients, qui peuvent être les chaînes de télé. Ça peut aussi être les productions, les distributions plutôt, ou les Warner, les grands groupes comme ça. Warner, Universal, Disney, on les dit tous comme ça. Oui, voilà, exactement. Comme ça, on ne sait pas gronder. Ça peut être les plateformes, Netflix, Amazon, Apple, voilà. Donc,
il y a à tous les niveaux et même dans les groupes même ou dans les distributions même il y a des gens qui sont dédiés aux sous-titres et au doublage. Et donc ça fait énormément de gens en fait, on se rend pas compte. Les comédiens, c'est encore autre chose parce que il y a effectivement des comédiens qui ont décidé de faire que du doublage. Ouais. Donc c'est leur choix personnel. Mais à la base, ce sont des comédiens. Et moi, j'ai la chance aussi de faire de temps en temps des formations de comédiens pour le doublage. Et ce que je leur dis, c'est que, bon, ça dépend, hein, il y a des directeurs artistiques qui aiment les comédiens qui ne font que du doublage parce qu'ils rentrent dans une espèce de musique doublage comme on a la musique météo, la musique journaliste, etc. Il y a des codes, quoi. Voilà, enfin, disons que cette musique-là peut les rassurer. Moi, mon goût personnel et ce que je recherche quand je dirige un plateau de doublage, c'est certainement pas cette musique-là. J'ai envie presque que quand on ferme les yeux, qu'on n'est pas devant son poste, on se dit tiens, c'est un film français. Voilà. C'est-à-dire, je recherche plus quelque chose de plus réaliste, un petit peu plus proche d'ailleurs du jeu français que américain. Donc, mais comme on part souvent de films américains ou de séries américaines, il y a un juste équilibre à trouver parce qu'on peut pas faire du film réaliste, enfin du jeu réaliste sur un film de genre, par exemple, Marvel ou autre. Qu'est-ce qu'on pourrait dire parce que là, tout d'un coup, ça choquerait. Donc, et ça, c'est la direction artistique. Toi, tu as été à la fois comédienne de doublage et directrice. Aujourd'hui, Qui choisit ses comédiens et qui choisit justement dans un ton à donner. Et donc, c'est pour ça que ça ressemble à tout le film ou le téléfilm ou l'œuvre sur lequel on travaille. Et c'est là que je trouve que ça rejoint beaucoup la réalisation. Comme point de vue. C'est pas pour rien qu'on choisit les comédiens. Par exemple, c'est vrai que si je vais faire un film anglais, un peu à la Ken Loach, on va dire, si je dois doubler un film, je vais choisir des comédiens qui sont des comédiens vrais, qui font beaucoup d'images, qui savent ce que c'est que l'impro, qui sont capables de donner ça. Si je vais faire un téléfilm de Noël, je vais pas m'embarrasser avec enfin, disons que je vais choisir des comédiens qui justement peut-être sont plus disciplinés, qui font peut-être beaucoup de doublage et qui sont un peu des virtuoses de la rapidité pour s'approprier des rôles et qui sont capables de faire défiler du texte parce qu'on a beaucoup moins de temps évidemment pour enregistrer un téléfilm. Et puis les gens qui regardent un téléfilm, ils veulent pas avoir forcément le côté réaliste d'un film de Ken Loach. Donc on va pas choisir les mêmes comédiens. Et c'est pour ça que je rebondis sur ta question. Il n'y a pas de comédien de doublage à proprement parler, sauf pour ceux qui ne dirigent que des séries vraiment, voilà, ou des téléfilms, et qui aiment cette musique de doublage. Voilà. C'est étonnant ce que tu dis, parce que c'est vrai que là, en plus, comme il y a eu pas mal de décès, je sais, dans le monde du doublage, des grands noms du monde du doublage, on a tendance à penser, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais que c'est un cercle qui est encore plus fermé, celui de comédien de doublage, que celui de la sphère des comédiens de cinéma, en fait. Tu as l'impression que vraiment, il y a cette musicalité que tu dis, c'est que tu entends toujours les mêmes voix. Mais toi, tu dis qu'en fait, au contraire... on entend beaucoup les mêmes voix parce que... parce que les chaînes, parfois, ont envie de se rassurer et de prendre des comédiens qu'ils connaissent pour endosser des rôles voilà, de programmes qui passent à des heures de grande écoute et qui sont pas justement dans une recherche, par exemple, de films d'auteur comme du Ken Loach. Voilà, c'est en ce sens qu'on va chercher un peu les mêmes voix. Et puis après, c'est ces comédiens-là qui ne font que du doublage, alors que, comme je vous dis, quand moi je vais chercher des comédiens pour doubler du Ken Loach, par exemple, je prends des comédiens qui viennent de la comédie française, qui viennent des films et qui font certainement pas que du doublage. En fait, sont rares les comédiens qui font que du doublage. Est-ce qu'on peut vivre d'ailleurs de faire que du doublage? Il y en a certains qui ont vécu longtemps, j'imagine, parce que je pense aux comédiens qui ont doublé, enfin voilà, de Bruce Willis à Schwarzenegger en passant par Stallone.
Oui, mais effectivement, ceux-là, ils se retrouveront souvent dans les mêmes programmes. Voilà. Ils feront effectivement beaucoup de téléfilms, beaucoup de séries comme, je sais pas, les séries infinies de médecins ou de voilà, flics, voilà, ou de soap. Voilà, tout à fait. En plus, du coup, comme ils restent longtemps adossés à un comédien titre, et ben, ils deviennent un peu leur voix parce que les gens s'habituent à associer une voix à un physique et du coup, pour d'autres choses qu'ils feraient, on les appelle eux. Mais finalement, en tout cas, donc je rebondis là sur ce que moi, j'étais partie tout à l'heure sur l'idée que quand j'ai des comédiens en formation, je leur dis essayez d'éviter de vous cantonner à un média. Parce qu'on apprend, votre métier s'apprend sur tous les supports. C'est-à-dire que quand vous êtes au théâtre, vous allez apprendre à travailler un texte, vous allez peut-être aller chercher des états que vous ne connaissez pas, mais vous avez le temps pour aller chercher cet état de grâce ou de désespoir absolu. Et puis vous allez vraiment apprendre ce que c'est que de transmettre un texte. Au cinéma, vous allez être plus dans un rapport à l'intime où vous allez chercher votre état dans des souvenirs, dans des trucs où c'est par le battement d'un petit cil que ça va se sentir. Évidemment, sur scène, ça, on peut pas l'entendre. Enfin, on peut pas le voir plutôt parce que donc on s'adapte aux médias. Et à chacun des médias, finalement, le comédien va trouver des moyens pour aller chercher cet état, pour aller chercher comment faire transmettre le texte, le scénario, les dialogues, etc. Derrière un micro, il y a d'autres choses qui se produisent. Évidemment, c'est moins avec le corps, quoique derrière le micro, on peut bouger. Bon, on n'a pas de perchman, mais on peut quand même, on a une petite latitude pour bouger. Mais effectivement, la voix est un vecteur d'émotion et il peut nous amener aussi à un état. C'est-à-dire si, par exemple, je casse ma voix, je vais peut-être, sans le vouloir, me faire monter les larmes parce que c'est associé. Donc, pour un comédien, c'est très intéressant d'aller chercher, justement à travers tous ces médias, différents moyens d'aller lui nourrir son jeu, nourrir toute la palette dont il a besoin. Et s'il se cantonne au théâtre, il ne fera que déclamer. Et après, quand il se retrouvera devant une caméra, bah, il parlera trop fort, hein, pour résumer. S'il est que derrière une caméra, bah, quand il sera sur scène, on va devoir lui mettre un HF, hein, parce qu'on n'entendra rien. S'il est que derrière un micro, il va avoir cette petite musique qui, moi, m'insupporte, parce qu'il ne sera pas toujours dans la situation, il se cantonnera à une certaine technique qu'on dit du doublage, et où effectivement, tu n'es presque pas obligé de savoir où tu vas pour lire une phrase. Tout le monde sait lire. Donc, pour arriver au bout de la phrase, s'ils ne savent pas où ils vont, s'ils ne savent pas pourquoi ils le disent, s'ils n'ont pas d'analyse dramatique de la scène qui double, eh ben, ils vont onduler comme ça parce que finalement, le bateau arrive toujours à port. Ouais. Mais ça fait un faux rythme, et ça fait il n'y a pas d'intention en fait véritable. C'est ce qui fait que souvent, pour moi, les mauvais doublages, c'est quand je ne comprends même pas le français. Parce que finalement, c'est pour un comédien, dire un texte, c'est d'abord un état, une intention. D'abord un état et ensuite une intention. En fait, en synthèse, il n'y a pas de comédien de doublage, il y a des comédiens. Voilà. Et qui doivent pouvoir... C'est ça que je voulais dire. Et pareil, la direction, eh ben, c'est diriger un comédien, on s'adapte à qui il est, on s'adapte à ce qu'il nous donne à la première prise ou à la première prise son, voilà. Et en fonction, ben, on l'amène là où on veut. Le point de vue global est celui presque d'un réalisateur. Le rapport qu'on a avec le comédien, c'est celui d'un directeur d'acteur. Et le ton qu'on donne à l'ensemble, justement, si on choisit que des comédiens qui n'ont jamais fait de doublage et qui ont fait que des films un peu à la Ken Loach, ben on va apporter une couleur, on va donner un ton au film qui est un choix artistique de réalisateur. Qu'est-ce que le réalisateur qui est là avec nous pense de... C'est quoi ta lecture? Moi, j'avais demandé si, du coup, il y avait des écoles de doublage
Non, il y a pas d'école et c'est pour ça que, pour répondre à ta première question, je suis arrivée au doublage parce que j'étais comédienne et réalisatrice et que cette rencontre, la personne que j'ai rencontrée, qui était donc directeur d'une boîte de doublage, m'a dit: «Mais tu as le profil idéal pour, heu, pour m'aider» et je suis d'abord été son assistante, donc j'ai appris un petit peu les plans de travail, enfin le côté un petit peu plus, technique, voilà. Mais j'ai amené de par, hem, mon parcours déjà de comédienne, bah, j'avais plein de copains comédiens, donc j'ai amené mes comédiens sur le plateau. De par, mon parcours de réalisatrice, je savais un petit peu comment diriger les comédiens, donc et puis j'avais un point de vue, donc je pouvais aussi, apporter, voilà, ben, c'est comme ça que je suis rentrée dans le milieu du doublage. Mais c'est souvent enfin moi, à chaque fois que j'ai entendu des histoires de personnes qui étaient rentrées dans le doublage, ça s'est toujours fait par des rencontres. J'ai rarement entendu une histoire, la personne voulait être doubleur depuis qu'elle a commencé à rentrer dans ce milieu. Elle a fait un cursus entre guillemets classique, mais comme tu dis, finalement, il n'y en a pas. Et pour arriver au doublage. Alors après, il y a quand même des stages. Ouais, quand même, du coup. Déjà, il peut y avoir des stages en alternance, que ce soit, même à TF1 là, je dis TF1 mais c'est France 2, voilà, non mais ce que je veux dire c'est que, sur les réseaux, qui disaient, «On prend en alternance, beaucoup de jeunes qui sortent des écoles ou qui y sont», et dans le secteur doublage. Parce qu'il faut vérifier les films, il faut, quand ils les voient, quand ils les achètent, il faut les acheter. Ensuite, ensuite il faut décider dans quelle boîte de prod on les envoie. Ensuite, il faut avoir une idée justement du film, donc un petit peu artistiquement, puis par rapport à la cible du public de telle ou telle chaîne ou de tel ou tel horaire ou de tel ou tel créneau, pour ensuite le confier à un directeur artistique qui rentre dans ce créneau, et donc un chargé de prod qui va réunir les bons et cetera. Donc tout ça et ensuite l'adaptation, il faut la vérifier et la chaîne ou Warner ou je ne sais qui peut vérifier aussi. Ensuite, il y a les enregistrements. Après les enregistrements, il faut vérifier aussi que tout soit bien fait parce qu'il peut y avoir une faute d'inattention, un mot, je ne sais pas, qui a été utile. Par exemple, une fois, je me souviens, dans un téléfilm, a été traduit une maladie par une autre. Alzheimer par Parkinson ou un truc comme ça. Parce qu'en anglais, je crois qu'il y a un faux ami aussi. Bon, je ne sais pas si c'est dans C'est pas sur ces deux-là. c'est peut-être pas sur ces deux-là, mais en tout cas, c'était sur deux choses complètement différentes et pourtant qu'on a confondu. Et en plus qu'on voyait à l'image, donc on ne pouvait pas se tromper de maladie. Ouais. Du coup, vous avez fait quoi? Vous avez dû refaire une prise et tout? Du coup, on fait un retake, ça s'appelle. On réenregistre juste le mot. Bon, mais tout ça, c'est donc il y a donc un jeune qui vient en alternance dans le secteur doublage, il va peut-être effectivement regarder les films, il va peut-être venir au vérif, il va peut-être voir les films qui reviennent des enregistrements pour vérifier que ça soit bien synchrone, que voilà, parce qu'on œuvre tous à ce que ça soit synchrone, que les voix correspondent, qu'il n'y ait pas tout d'un coup, justement, quelqu'un qui ne sait pas lire ou un comédien qui n'en est pas un, et qui vienne faire tâche avec un mauvais jeu, etc., parce qu'on peut encore le remplacer, etc. Et après, il y a des stages qui sont aussi proposés aux comédiens. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je disais que je peux former des comédiens au doublage, bah oui, ils viennent et ils font une semaine de stage où ils viennent juste pour une journée, et ils apprennent un petit peu la technique de la bande rythmo. Et ce que je leur dis toujours, c'est: vous apprenez aussi, enfin, surtout vous faites la rencontre d'un DA et il y a autant de façons de diriger que de DA, comme de metteurs en Bah, scène. c'était ma question. Des DA, il y en a beaucoup ou pas? Il y en a énormément. Et est-ce qu'il y a beaucoup de femmes des directrices artistiques? Oui, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal parce que c'est justement un métier de l'ombre. Mais si on doit dire que dans ce métier, il y a une hiérarchie,
ceux qui font les 35 pour Disney ou enfin ou ou qui font à qui on confie les adaptations, hein, pour les grands films, c'est des hommes, par exemple, souvent. Parce que comme tu faisais un parallèle entre la réalisation et la direction artistique, Oui. et qu'on sait qu'aujourd'hui, malgré le fait qu'on a la chance d'avoir toute cette nouvelle génération de femmes réalisatrices, de Justine Triet, de Alice Diop, de Mati Diop, de Audrey Diwan, etc., qu'on a quand même encore et toujours des chiffres qui sont pas encore équitables sur la réalisation. Et du coup, je me demandais si on reproduisait ce même schéma-là. Non, je pense pas complètement. Et en plus, on a le même salaire. Ça, c'est sûr. Parce que c'est du forfait. Donc, c'est du forfait. On est payé tant à la journée d'enregistrement, les comédiens sont payés tant par ligne, donc c'est que du forfait. Il n'y a pas de différence de salaire pour les hommes et les femmes dans ce milieu-là. Donc ça se joue à la quantité? C'est-à-dire ceux qui vont travailler le plus de vont gagner dialogue, plus au oui. final. Peut-être il y a une petite différence, mais qui n'est pas extraordinaire entre l'enregistrement d'un film, un 35, enfin, c'est comme ça qu'on disait avant. C'était plus des 35 mm, c'est du long métrage cinéma. Donc, il y a une différence dans le prix, oui, effectivement, avec, par exemple, un téléfilm ou une série. On est un tout petit peu moins payé comme comédien ou comme DA ou comme adaptateur. Les adaptateurs sont aussi payés sur les diffusions. Adaptateur, c'est celui qui traduit de... Oui. Et les comédiens sont aussi payés après avec des droits d'amis. C'est comme la diffusion, mais ils sont payés leur cachet et de 8 heures, même s'ils viennent doubler une demi-heure. Voilà, c'est un cachet qui est fixe. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de star de la direction artistique du doublage qui serait payée plus que les autres. Pas pour la direction, enfin pas que je sache. Pour les comédiens, il peut y avoir du gré à gré, ça s'appelle. C'est-à-dire pour celui qui double, qui doublait Stallone, par exemple, je dis au hasard, il peut demander un forfait parce que c'est la voix la plus... bon, mais ils sont assez rares finalement, ceux-là. Ils sont aussi rares que les stars américaines. Mais étonnamment, ce que tu disais avant, c'est qu'en fait, on vit du doublage. Tu dis qu'aujourd'hui, toi, tu vis principalement du doublage. Oui, bien sûr. Et on peut complètement vivre du doublage et on peut s'enfermer là-dedans. C'est-à-dire, on peut faire que ça. Parce que ce que je dis aux comédiens, en leur disant allez voir ailleurs pour vous nourrir, pour ne pas vous enfermer dans des tics, je pourrais le dire aussi des DA. Parce que ça serait facile, parce que c'est plus régulier, parce que ça demande... Bien sûr, c'est comme le comédien qui est derrière son micro au chaud dans un studio et qui a des horaires normaux, hein, où il rentre une journée de doublage se termine rarement après 7h30 du soir. Et il commence jamais avant 9h30 du matin, donc c'est des horaires de bureau. On est au chaud toute la journée, on a des pauses, on mange à heure fixe. C'est tranquille, on n'a pas de public, on est dans le noir, donc c'est beaucoup moins pour le track. On n'a pas 1000 personnes autour, maquilleuses, machin bidule, qui nous jugent. On n'attend pas des heures, c'est tout de suite. Donc il y a beaucoup de confort. On s'enferme ou est-ce qu'on peut se faire enfermer par l'entourage du milieu qui dit ah ok, elle est doubleuse, on la considère pas comme une comédienne, ou est-ce que en fait c'est nous-mêmes qui restons dans une sorte de zone de confort? Alors je comprends pas ta question. Déjà, doubleuse, ça veut dire quoi? Comédienne de doublage. Ouais, comme tu disais, le fait d'être dans le doublage et d'avoir ces heures et tout ça où tu as un certain confort, est-ce que c'est la prod et les gens autour dans le milieu qui vont te considérer dans cette tranche-là, ou est-ce que c'est toi-même qui t'enferme en te disant je suis bien là quand même, je vais pas aller chercher. Il y a les deux. Moi, j'ai rencontré une comédienne qui m'a dit j'ai décidé de faire que du doublage. Voilà. Parce que
elle n'a jamais voulu la lumière des plateaux parce qu'elle a des enfants en bas âge, elle n'a pas envie d'aller au théâtre le soir, enfin faire du théâtre le soir. Donc elle est très bien là-dedans et voilà, ça lui suffit et elle veut faire carrière là-dedans. Et on peut faire carrière là-dedans, c'est-à-dire en ne faisant que ça. Mais ils sont rares ceux qui, à mon sens, mais c'est un regard artistique, hein, ne chopent pas d'éthique et cette façon de jouer que je trouve désincarnée, en fait. Et qui me fait détester le doublage, par moments quand voilà. Il y a des gens qui les puristes du cinéma qui détestent le doublage et je pense en partie à cause de cette façon de diriger et de jouer. Parce que, et puis aussi les adaptations parfois qui sont quand même moyennes. Mais tout ça, c'est aussi une question de temps et puis c'est une question de goût. Mais après, voilà, il y a d'autres gens, qui sont tellement habitués, à cette musique doublage, tout d'un coup, on leur mettrait, du jeu direct, vrai, plus subtil et tout d'un coup qui ferait: «Mais c'est quoi ça? J'entends ri», voilà, 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 il y a et c'est pour ça que le doublage, c'est riche, heu, c'est une super école en soi, à mon sens, pour aussi la réalisation. Parce qu'on est dans l'analyse de film permanente, en fait. On voit le film dans un sens, on le voit dans un autre. Hem, on dirige les comédiens. J'ai un carnet d'adresses de comédiens, que m'envierait, oui, dans le sens d'envier, hein. Beaucoup de directrices ou directeurs de casting même, parce que j'ai beaucoup de comédiens aussi viennent se doubler, les connus. Donc on appelle ça des guests quand on dirige des comédiens connus qui viennent se doubler. Donc j'ai forcément leur numéro. Quand je dirige des séries, par exemple, qui se sont tournées, aux États-Unis avec des comédiens français, ils viennent se doubler évidemment, quand, ils pour la version française. Et tous ces comédiens, qu'on connaît pas et qui travaillent et qui sont super et qui font que du théâtre et cetera. Bon, bref. Non, mais ça se rapproche de la direction de casting aussi, en fait, parce que Et ça tu s'approche aussi de la direction de casting, mais on sait bien qu'un bon film, ça repose beaucoup aussi sur, le bon choix des comédiens. Donc quand on est dans cet exercice permanent, bah, ça nous aide ensuite. Xavier Dolan, il a commencé par le doublage en tant que comédien et en tant que directeur artistique. Il est pas tombé du ciel comme ça tout jeune, avec un talent, il a pas été touché par une fée en fait. Il s'est entraîné en tant que comédien derrière le micro et derrière le micro aussi, il a commencé à diriger les comédiens et il a fait de l'analyse de films sur tous les films sur lesquels il a travaillé. Donc il a remercié d'ailleurs le doublage et lorsqu'il a reçu un de ses, César, il y a 3 ans là, je crois. Et franchement, peut-être j'ai été la seule à l'entendre, parce que quand on n'est pas du doublage, effectivement, on n'entend pas forcément, mais je le remercie parce qu'effectivement, c'est un métier de l'ombre qui est décrié par ceux qui disent: «Il y a que la VO, machin bidule». Bon, en même temps, quand on voit mal, quand on n'est pas bilingue, une VF bien faite, elle valorise le travail de la mise en scène. Pourquoi? Parce que, on n'est pas cantonné à plisser des yeux pour regarder que le bas de l'image. 2, parce que les sous-titres, c'est un résumé, des dialogues, parce qu'on lit moins vite qu'on ne comprend la langue, quand c'est notre langue maternelle. Donc en gros, pour rentrer dans un film, quand la VF est bien faite, quand les comédiens s'impliquent autant que ceux c'est de un outil l'image, d'inclusion, en fait, bah, ouais. ils reçoivent bien mieux le film. Donc si on veut être un puriste des chefs-d'œuvre et qu'on n'est pas bilingue, hein, eh ben, faudrait voir la version française. Si on est vraiment, cohérent avec soi-même. Or, il y a un mépris, pour ce métier. Mais c'est comme si on disait tous les films français sont nuls.
parce qu'on ne juge que les 2-3 films qu'on fait beaucoup d'entrées peut-être, mais qui ont été pensés pour du divertissement ou pour... Tu veux dire qu'on néglige, l'importance du travail artistique qui est fait sur le doublage Ah bah, on par l'ignore snobisme. même. Ah oui, par snobisme. Tout à fait. Mais là, on parle des professionnels de la profession. Enfin, peut-être que en fait, dans le public aussi, il y a pas. Bah, dans le public aussi, dans le public, c'est un peu différent parce que comme certains comédiens qui font beaucoup de télé, ils vont être appréciés du public parce qu'ils font partie de leur quotidien et donc pour certains, le doublage aussi, les voix, c'est quelque chose. Ils ont créé un lien intime, de familier avec les voix. Donc finalement, le public qui regarde la télé est souvent plus indulgent avec le doublage que la profession. Je vais juste rebondir sur la direction de casting parce que en fait, ça peut paraître étonnant, mais je me posais la question de la représentation, de la diversité, etc. dans le doublage. Comment c'est travaillé? Est-ce que c'est quelque chose qui est maintenant au cœur des préoccupations aussi, même si ça peut paraître contre-intuitif de base, mais parce que c'est vrai que nous, la démarche qu'on épouse et par ce podcast et à Commune Image, c'est de faire en sorte de pulvériser le plafond de verre des métiers du cinéma qu'on connaît élitiste avec toutes les dérives qui ont pu être mises en avant sur ce sujet dernièrement. Et du coup, je me demandais, est-ce que on sent qu'il y a un élan sur ces questions-là dans le doublage? Est-ce que ça a donné un nouveau souffle artistique aussi? La chose comme ça peut le faire avec de l'image. Ou est-ce qu'en fait c'est une question complètement à la ramasse que je te pose et on parle de voix et ça n'a pas de sens? Mais contrairement à ce que tu penses, les voix nous racontent beaucoup de choses. Déjà, je pars du principe que c'est beaucoup plus difficile de masquer quelque chose par la voix que par le faciès, par exemple. Quand vous êtes au téléphone, vous vous en rendez compte, vous savez tout de suite si une personne est occupée à autre chose quand elle vous parle, si elle dit oui, ça va super, alors que ça va pas, elle est gavée de vous avoir, qu'elle a autre chose à faire, etc. On entend tout dans la voix. Et on entend aussi un tout petit peu le physique. C'est-à-dire que par la voix, on peut entendre l'énergie de quelqu'un. Une énergie est souvent en corrélation un peu avec un physique. On peut entendre aussi des origines. Mais au-delà de l'accent, en fait. Absolument. Parce qu'on n'a pas les mêmes propriétés physiques. Quand on vient, par exemple, on dit que les Allemands sont très grands, mais je pense qu'effectivement, en moyenne, ils sont plus grands que les Japonais. C'est pas une question de qualitatif, c'est un constat. Et c'est vrai que, par exemple, en Espagne, enfin les Espagnols, les pays, on va dire européens, les femmes ont souvent des voix un peu rauques, un peu graves. Et les hommes peuvent avoir aussi des voix graves, mais ils peuvent aussi avoir des voix très nasales. Les Américains ont des voix très nasales. C'est vrai que on associe, mais de fait, c'est assez juste que les populations africaines, d'origine africaine, ont du grain dans la voix. Et par exemple, j'ai deviné, Ange qui est ici, j'ai deviné à ta voix que tu étais noire. Et c'est quand on a l'habitude de travailler avec des voix, en fait, on se rend compte qu'elles sont un peu typées. Je parle pas de l'accent, hein. Je parle vraiment de la nature de la voix. Et donc, par souci de réalisme, ça... Après, franchement, il y a en fait, il y a plein d'écoles dans le doublage. Et moi, c'est vrai que j'aime bien
être réaliste. C'est mon parcours, justement, en tant que réalisatrice française. J'aime bien le réalisme. Le cinéma français est assez réaliste, hein. On est parfois presque, par exemple, par rapport au son, s'il y a un camion qui passe, eh ben, il va brouiller un peu la prise de son et les spectateurs entendront ou pas même, un dialogue peut sauter même. Et par souci de réalisme, on va le laisser. Aux États-Unis, c'est pas imaginable qu'on laisse rien du tout polluer le son des dialogues. Ils sont toujours en avant. Et d'ailleurs, le côté irréaliste de ces scènes où on a, par exemple, deux personnages qui sont en haut d'une tour, en plein vent, avec des bombes qui sont de partout et ils se parlent comme ça, et ils sont à 3 mètres et ils s'entendent, ils se répondent. Ça n'existe pas dans le cinéma français. Donc il y a un réalisme dans le cinéma français qui est de ma culture et que donc je vais projeter aussi dans ce que je recherche dans mes directions artistiques de doublage. Et c'est pour ça que souvent je caste un peu au faciès. Alors du coup, effectivement, je préfère quand il y a un comédien noir, mettre un comédien noir. Après, il y en a moins que des blancs, donc parfois je suis à court de comédiens. C'est justement pour ça, en fait, c'est tout le sujet, c'est comment, c'est le fond de notre travail, en fait, ici. C'est de dire qu'il y a de la place pour toute une Justement, il y en a même. réalité de la population française. Dans le doublage, ceux qui travaillent le plus, c'est les comédiens noirs. Parce qu'ils sont moins nombreux. Parce qu'ils sont moins nombreux et qu'il y a beaucoup de rôles, justement. Racisés, de plus en plus de rôles racisés à l'écran. Disons, nous, on travaille sur des produits américains. La plupart du temps, évidemment, qu'on travaille aussi sur des films coréens, sur des films espagnols, sur des films anglais, etc. Mais c'est vrai que dans les séries, enfin dans le flux, on va dire, d'images qu'on reçoit et qu'on double, la plupart viennent des États-Unis. Et ils ont un quota. Non, mais où la minorité noire est la plus représentée dans les séries américaines. Du coup, on a plus besoin de comédiens, enfin, je veux dire, pas besoin, mais disons qu'il y a plus de comédiens noirs qui travaillent en doublage en proportion que devant l'image, qu'à l'image. Parce que en France, c'est encore un peu. C'est pas encore. On n'y est pas. Nous n'y sommes pas du tout. Mais avec l'influence des plateformes, avec la recrudescence de cette arrivée de toutes ces nouvelles séries où la représentation est quand même beaucoup plus riche, etc., je pense que ça va jouer. Après, spécifiquement, l'influence des États-Unis, c'est vrai que la minorité noire aux États-Unis étant beaucoup plus présente que les autres. Mais je pense aussi à des séries comme Crazy Rich Asian, avec il y a tout aussi cette communauté asiatique qui va être présente. Oui. Donc, moi, j'avais une série à doubler qui s'appelait 4400, nouvelle version, et où il y avait 90% des comédiens qui étaient noirs. Dans cette série, franchement, j'ai eu un moment, je ne connaissais pas assez de comédiens noirs qui se prêtaient un peu à l'exercice parce que je ne pouvais pas aller les chercher dans la rue quand même. Hein. Je ne veux pas du casting sauvage. C'est une question, ceci dit. Est-ce qu'on peut faire du casting sauvage sur du doublage ? Il en est question. Alors parfois, c'est là où, des fois, pousser à l'extrême, c'est comme toute chose. Hein, pousser à l'extrême, des fois, on perd un peu la cause même, le sens de ce qu'on défend. Je me souviens d'une série qui s'appelait Clarisse, dont j'ai dirigé donc, la version française, et dans laquelle il y avait un personnage qui était transsexuel. Et pour des raisons de peur, je ne sais plus qui c'était, si c'était je sais plus qui était le client, mais en tout cas, il voulait absolument que ce personnage soit doublé par un véritable transsexuel, une véritable transsexuelle. Donc, dans le doublage, je n'en connais pas. Voilà. Il y a des places à prendre, du coup. Du coup, forcément, c'était pas du casting sauvage parce qu'on peut quand même pas faire jouer, parce que c'est un métier, comédien. Hein. C'est pas, et donc, c'est des comédiens qu'on prend pour faire du doublage, hein, je le répète. Oui, mais il y a des comédiens transsexuels aussi, mais du coup, il faut qu'ils soient formés à l'exercice du doublage. Voilà, donc je suis allée faire du casting sauvage auprès des comédiens. Bon, c'est pas évident, parce que comme tous les rôles, en fait, c'est pas simplement ton orientation sexuelle qui fait ton personnage.
c'est aussi ta classe sociale, dans quoi ça s'inscrit. Là, c'était un film d'époque, enfin d'époque des années 80. Donc ça pouvait pas être quelqu'un qui est... Voilà, enfin bon, pour 1000 raisons, il faut qu'il y ait beaucoup de comédiens transsexuels pour que tu arrives à trouver... Il y a une question d'âge, il y a une question de... Mais c'est hyper puissant ce que tu dis, parce que ça justifie, et d'autant plus au-delà du besoin que c'est pour la société d'avoir une représentation la plus juste possible, etc. Techniquement et industriellement parlant, en fait, c'est un besoin aujourd'hui. Oui. Qui n'est pas rempli. Non. Donc voilà. Et qu'on accepte. Parce que moi, je me dis que dans ton travail et les autres personnes qui font ce travail pourraient très bien se dire, si les mentalités évoluaient pas, se dire on s'en moque. Même si cette série, il y a 90% de noirs, on s'en moque, on met des blancs. Peut-être que c'était des choses qui se faisaient à l'époque, mais comme tu dis, toi, ça te viendrait pas à l'esprit. Et il y a cette volonté d'aller chercher, comme tu dis, ce réalisme et aller chercher vraiment cette... Oui, et puis en plus, quand en plus on travaille sur des films qui ont un message, typiquement, là, par exemple, je dirigeais une série qui s'appelle All Rise et qui est produite par Oprah Winfrey. Je ne prononce peut-être pas bien. Ouais, voilà. Et donc, dans cette série aussi, le personnage principal était une juge noire américaine. Bon. Et souvent, dans les histoires qui se passaient, dans chaque épisode, il y avait des propos qui étaient de la défense de certaines communautés, de certains problèmes de racisme, etc. Pour défendre un personnage qui est victime de racisme, je sais pas, comme il s'inspire beaucoup de la réalité, il y avait de temps en temps des épisodes qui étaient proches, par exemple, Non, mais de faits d'actu réels. Et du coup, ça serait complètement incohérent que je demande à un comédien qui n'a pas traversé ce genre de problématique d'aller le défendre avec ses tripes, quoi. Donc, il y a aussi ça, c'est beaucoup plus intéressant de demander à un comédien de se mettre dans le registre dans lequel il va aussi peut-être nourrir de ce qu'il est, quoi. Et c'est pareil, quand on fait une distribution théâtrale, pour jouer un roi, on va pas le proposer... Enfin, je dis roi parce que je m'inspire des Grecs. On va pas demander... de la mythologie grecque, hein. On va pas demander à quelqu'un dont la nature est tout sauf le pouvoir, par exemple. Ou qui n'a jamais su hausser le ton, par exemple. Ou qui n'a jamais endossé de responsabilité. Enfin, je dis ça. Non, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une forme de télescopage entre ton travail et une forme d'engagement, en réalité. Parce que, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que si tu as un vrai souci de réalisme, c'est ta loyauté vis-à-vis de ce que tu projettes de ton métier qui fait que tu en viens à devenir engagé aussi sur cette question-là, parce que si tu veux que ce soit réaliste, il faut que ce soit représentatif de la réalité de la société. Et c'est vrai aussi qu'après, c'est aussi un choix, au-delà de l'artistique, qui est que, comme je sais que les comédiens noirs ont moins de travail en France que les autres, je sais qu'en doublage, ils peuvent bosser. Ouais. Donc, je vois pas pourquoi je vais pas leur donner ce qui leur revient de plein droit, quoi. Et même d'une manière évidente. Ouais. Voilà, donc à ce niveau-là, c'est en fait un domaine dans lequel il y a un petit peu moins de sexisme. Je ne te parle pas des rapports de force, pouvoir, parce que là, il y en a eu, hein. Oui, mais comme on parle d'argent, c'est intéressant pour en revenir sur la question du sexisme. C'est intéressant parce qu'on a parlé, il y a un concept que j'ai appris récemment qui s'appelle la falaise de verre. Et qui est un concept, en fait, on dit que généralement, si des femmes arrivent à des postes de pouvoir, etc., c'est que c'est la merde. Voilà. En gros, globalement, Margaret Thatcher, Elizabeth Borne, en gros, c'est le moment où c'est la galère qu'on dit, bon, tiens, on va enfin nommer une femme. Sinon, donc ça, c'est dans le cas du pouvoir. Mais ce qu'on est en train de dire aussi, c'est que, et ça, c'est des chiffres qui sont arrivés récemment, parce que j'ai récupéré un rapport du CNC sur le sujet,
c'est qu'encore une fois, bon, même si on a repris un rythme de production dans les films qui est proche du pré-Covid et qu'on est tous très contents, on commence à faire des films et c'est super, etc. On se rend compte que malgré cette génération de réalisatrices que je citais tout à l'heure, en fait, elles sont moins représentées en 2023 qu'elles étaient en 2022. Je crois que ça se joue à 2-3%, mais c'est quand même assez conséquent compte tenu du nombre de films qui sont faits en France. Et en fait, ce qui est d'autant plus étonnant là-dedans, c'est que l'année où les femmes sont moins représentées, c'est l'année où en fait les budgets de films ont grossi. Et donc, en fait, par exemple, les 3 films cette année qui ont eu les plus gros budgets, je crois qu'il y a L'amour ouf de Gilles Lelouch, il y a le biopic sur De Gaulle, et puis il y a le Comte de Monte Cristo avec Pierre Ninet. Ce sont des films qui sont réalisés par des hommes, avec des rôles principaux qui sont des rôles masculins, je crois, je ne dis pas de bêtises. Et donc là, pour en revenir au doublage, ce qui est intéressant, c'est que tu dis que dans la mesure où il y a un forfait et qu'il y a une équité qui est mécanique, tu vois, et ben en fait, la représentation est existante. On a le même problème parce qu'on l'avait fait l'analyse avec le court-métrage que dans le court-métrage. On disait dans le court-métrage. Dans le court-métrage, bon, alors c'est pas tout à fait équilibré, mais il y a plus de femmes réalisatrices dans le court-métrage. Mais parce qu'en fait, Et ça, depuis toujours, depuis toujours. Depuis toujours. Mais effectivement, passer au long, c'est toujours plus compliqué pour les femmes. Et moi, j'avais fait un sondage il y a 25 ans. Il y avait à l'époque 12% seulement de femmes qui passaient à la réalisation de longs métrages. Et parmi les 12%, il y en avait 10. Enfin, il y avait toutes les femmes qui passaient au long étaient déjà connues ou sortaient de la Fémis, en gros. C'était point barre. Et quand elles étaient déjà connues, c'était soit parce qu'elles étaient comédiennes avant, soit parce qu'elles avaient écrit des romans, soit voilà. Et c'était toujours des plus petits budgets quand c'était pas des films documentaires. Voilà. Donc la représentation des femmes, quand on n'avait pas fait la Fémis, quand on n'était pas connu, il y avait 0% de chance. C'est simple, de faire un long métrage. Ou alors vraiment il fallait, je sais pas, c'était l'exception qui confirme pas la règle, quoi. Mais alors que dans le doublage, tu dis qu'en fait, en réalité, dans le doublage, je pense qu'il y a peut-être même plus de femmes. En tout cas, autour de moi, j'ai le sentiment qu'il y a plus de femmes. Il y a peut-être plus de femmes. Maintenant, donc il n'y a pas. Et bon, maintenant, il y a peut-être moins de rôles féminins, parce que par contre, il y a toujours plus de rôles masculins, et aux États-Unis encore. Donc là, par contre, on reste dans une même proportion. J'ai lu qu'il y a un article après la sortie de Barbie qui disait tout le monde parle de Barbie, etc. Mais en fait, les rôles féminins, c'est 30% des rôles des films de Hollywood en 2023. Voilà. Donc, on s'en rend bien compte. Moi, je me rends bien compte quand je distribue. Tous les comédiens qui me sollicitent, en gros, j'arrive assez facilement à leur trouver quelque chose. Par contre, les comédiennes, je suis là, si j'ai quelque chose, mais j'ai beaucoup, beaucoup moins de rôles à distribuer. Donc, là, ça reste encore un peu déséquilibré. Et puis, ce qui reste de toute façon, qui restera toujours, enfin, j'espère que non, mais c'est qu'il y a quand même un petit rapport de force, il y a quand même une petite hiérarchie entre le directeur artistique et les comédiens. Donc, on n'est pas à l'abri, à ce moment-là, que ce soit une femme ou un homme, d'ailleurs, qui ait du harcèlement, un petit peu, avec les comédiens. Voilà. Donc ça, c'est pas le doublage n'exclut pas ce rapport-là délétère qu'on trouve dans tous les autres métiers, d'ailleurs. Mais en ce qui concerne la parité, au niveau de la direction artistique, je pense qu'elle est bonne, et au niveau des salaires aussi. Donc au moins, sur ces 2 critères-là, c'est un petit havre de paix. Donc, il y a quand même un wake-up call sur le MeToo, quand même, sur le doublage aussi. C'est-à-dire que c'est des situations qui... Bien sûr, bien sûr. Dès qu'on a du pouvoir... C'est Montesquieu, ça. Mais moi, j'ai un truc, quand on parlait des courts-métrages, et c'est pas depuis très longtemps qu'il y a cet équilibre. Oui, on n'y est pas encore tout à fait. Je ne sais plus, j'avais fait le... C'est pour voir la différence entre les croyances vraiment internes chez les individus et
le côté argent. C'est-à-dire, je m'explique, si on se rend compte que maintenant, il y a presque un équilibre, on va dire, sur les courts-métrages, où l'argent n'est pas forcément le nerf de la guerre pour faire des courts-métrages, qu'on se rend compte qu'il commence à y avoir autant de femmes que d'hommes, c'est qu'on a cassé cette barrière de se dire « Ah ok, je suis une femme, je peux faire du cinéma », qui était peut-être même implantée avant dans l'éducation de on ne pensait même pas que c'était pour nous. J'en parlais avec ma grand-mère récemment, qui pour elle, le côté artistique et tout ça, c'était quelque chose en tant que fille de femme ouvrière, enfin c'était même pas, t'y pensais même pas. Maintenant, j'ai l'impression que ça a pas mal changé sur ces mentalités, de se dire, ok, ben en fait, que je sois un homme ou une femme, je peux faire du cinéma. Mais donc, c'est plus les problèmes forcément de croyance, mais le problème vient de ceux qui ont l'argent et comment ils le distribuent au final. C'est par le haut que ça. Oui, alors je pense qu'il y a un petit peu des deux quand même, hein. On est conditionné de toute façon, hein. On est encore conditionné. Et je pense que le passage du court au long est assez, corrobore assez avec le passage de jeune femme à femme. Bon. Et il se trouve qu'à ce moment-là, il y a des responsabilités, pour peu qu'on devienne mère, qui impliquent un réel partage des tâches et qui n'est pas et aussi de considération de carrière qui n'est pas, et à l'heure actuelle, j'en suis persuadée, pas encore équitable. Et j'en suis persuadée. En tout cas, moi, à mon époque, il y avait déjà presque autant de femmes réalisatrices dans le court-métrage que d'hommes. J'en faisais partie et j'ai toujours pas réalisé mon long, hein. C'est pas faute d'avoir essayé, hein, je vous promets. Donc, je suis ravie que ça soit passé de 10%, donc c'était mon sondage il y a 25 ans, à 30. Donc ça a augmenté. Mais c'est pas encore tout à fait. Non, il y a des croyances limitantes, je pense qu'il y en a effectivement, et qui sont liées, en fait, qui sont assez transverses à tous les secteurs d'activité. C'est-à-dire, c'est de la même manière que j'entendais parler de ça autour de la question de l'entrepreneuriat, par exemple, aussi la dernière fois, c'est que tu as des croyances limitantes en disant, attends, je ne peux pas être mère de famille et entrepreneuse, et c'est vrai que c'est des difficultés qui sont liées aux questions des partages des tâches, etc. Et puis même au fait de devoir... parce que, par exemple, moi, je suis une femme seule, et j'ai élevé seul mon enfant. Famille monoparentale. Voilà, monoparentale. Bon, et ben, la précarité que demande la pré-réalisation. Parce que avant que quelqu'un flash sur ton scénario, produise, etc., faut peut-être longtemps démarcher et vivre, voilà, de job. C'est comme ça que je suis arrivée au doublage, hein, c'est pas par hasard, hein. C'est parce que j'avais besoin de vivre. C'est pas par goût au départ, maintenant je le défends, mais c'est pas par choix, on va dire. Et ben donc à un moment, et ben on est effectivement plus disponible autant que si on se contentait, quand on a la responsabilité d'élever son enfant. Voilà. Ma phrase était un peu bizarre. Non, mais c'est compréhensible. Mais c'est intéressant, ça me fait venir à une autre question à laquelle on avait réfléchi, c'est qu'est-ce que voulait faire Marie Dognaud petite, et qu'est-ce qui est aujourd'hui dans ta vie d'aujourd'hui correspond à tes rêves d'enfant? J'ai toujours voulu être réalisatrice depuis l'âge de mes 9 ans, donc avant, je n'ai pas souvenir de ce que je voulais être. Donc je pense que c'est ma vocation de toujours, et j'avoue que je ne pouvais pas mieux gagner ma vie sans être réalisatrice que de diriger des plateaux de doublage, puisque en fait, je fais ça dans l'ombre. En omettant quand même 2-3 petites choses qu'on fait quand on est réalisateur, c'est-à-dire qu'effectivement, je ne choisis pas le scénario, c'est pas moi qui l'ai écrit, je ne choisis pas la musique, je ne choisis pas. Bon. Mais disons que je ne fais pas le montage, etc. Mais j'ai, en tout cas, pour la direction d'acteur, pour, on va dire, un point de vue que je peux choisir en prenant la direction, ça c'est vraiment presque la même chose qu'une réalisation, que d'être réalisatrice. Voilà. Donc, et puis je ne perds pas mon rêve, puisque je C'est ce que j'allais dire, moi.
J'allais dire, attends. et de démarcher les producteurs avec mes projets et donc je me maintiens du coup dans cet exercice et je ne suis donc pas has-been. Non, bah non. Non, c'est sûr. Après, on parlait des supports tout à l'heure. Je voulais qu'on... Parce que ce que tu disais aussi sur la partie accessibilité à la création, etc. tout à l'heure. Ouais. Au-delà des pensées limitantes qu'on peut se mettre, la différence aussi avec la génération qui est là maintenant, c'est qu'elle a quand même des outils. Enfin, j'enfonce des portes ouvertes, mais des outils à disposition, avec notamment les téléphones portables, etc. Et les réseaux, non seulement pour créer avec, tu vois, avec un outil qui est quand même quali, mais aussi la capacité de faire connaître ce qu'on sait faire que la génération d'avant n'avait pas. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux créer, je pense au festival Nikon, par exemple. Nous, à Commune Image, on reçoit beaucoup de courts-métrages festival Nikon. Il y a quand même des portes, des fenêtres comme ça qui s'ouvrent de visibilité pour des créateurs débutants qui sont plus présentes. Mais est-ce que, Marie, c'est quoi, Marie, les réseaux? Alors, honnêtement, je pense qu'il y a un vrai problème qui se pose pour nous aujourd'hui dans le secteur d'activité qu'est le doublage, qui est l'intelligence artificielle, parce qu'elle elle pose un problème, mais c'est surtout pour les comédiens, mais ça arrive un peu à tous les niveaux. C'est-à-dire que les adaptateurs sont en fait des... Des IA? Non, pas encore. Mais justement, pas encore. Pour donner vie à un texte, pour rendre ça aussi vivant et justement naturel possible. Justement, le travail des adaptateurs est fondamental, et surtout quand on passe par la traduction, parce qu'on sait bien que, par exemple, les tournures de phrases Google Trad sont injouables. Oui, bien Non, sûr. mais c'est injouable. Oui, oui. Bon, mais là, ça nous paraît évident. Mais quand Google Trad sera mieux, encore plus précise, etc., on pourra dire qu'elle traduit pratiquement. Mais il y aura toujours une petite distorsion, comme exactement la même chose pour le comédien qui va être dupliqué ou cloné, ou je ne sais pas comment on dit. Bah, les deepfakes et Est-ce les... que c'est la même chose que sur les deepfakes, ou même on voit en jeu vidéo, on arrive à un réalisme qui est hallucinant, même au niveau des poils et tout ça. Et on voit quand même, c'est imperceptible, mais il y a toujours ce petit truc où on se dit, ah, c'est pas humain. Bah, bien sûr. Et est-ce que dans la voix, il va y avoir aussi ce truc Bah, bien sûr, mais ils vont voler les voix. Oui, c'est ça le deepfake. Ils vont- Le deepfake, Oui, c'est voilà. quand tu Ils fais vont, lire avec une... Ils vont voler les voix, mais les intentions derrière. C'est tout. Pourquoi on dit qu'un comédien il est bon ou pas bien? Bon, c'est souvent parce qu'il a la juste intention. Et l'intention, elle prend. C'est une combinaison de ce que le personnage a vécu, de ce que le personnage va vivre, ce qu'il veut, son objectif, le contexte, le cadre dans lequel il est, un hall de gare ou une salle de bain. Bref, c'est s'il s'adresse à sa mère ou à sa petite copine, enfin, c'est tous ces facteurs-là qui fait qu'il va dire le texte d'une manière et pas d'une autre. Et donc, c'est impensable, ne serait-ce que pour l'humour. Comment une IA, elle peut faire de l'humour? L'humour, c'est souvent à rien. Ah ouais, non, j'ai essayé avec ChatGPT, il est pas drôle. T'as pas fait rire. Il est nul en c'est quand vanne. même. C'est quand même... on dit pas simplement qu'on séduit par l'humour, mais c'est aussi l'humour qui fait passer beaucoup de choses, des messages, quand on est réalisateur, on sait bien que, ou scénariste, on sait bien que par l'humour, c'est par l'humour qu'on arrive à faire passer beaucoup de choses. Sinon, c'est didactique, c'est chiant, ennuyant, enfin bref. Donc, rien que l'humour, comment une IA, je sais pas comment c'est possible. Et puis, évidemment, la sensibilité, l'émotion, alors elle pourra copier, mais de la même manière, et c'est pour ça que je me bats contre les comédiens qui n'incarnent pas leur rôle et qui font du copier-coller. Je leur dis, mais ne me refais pas ce que t'entends là mécaniquement, parce que là, je peux faire appel à une IA. Merci.
Je veux t'entendre toi comédien. Et c'est pas celui qui a l'image. Celui qui a l'image, il a sa voix et c'est pas lui que j'ai choisi, c'est le réalisateur qui l'a choisi. Mais moi, je t'ai choisi toi et c'est ta voix avec ce qui se joue et ce que tu joues dans ta voix qui va faire que tu vas rejoindre le comédien à l'image et que tu vas être synchrone. Parce qu'au final, il n'y a pas 1000 façons, il n'y en a toujours qu'une. C'est ça le hasard, en fait. Il n'y a qu'une façon de jouer une chose dans un endroit à un moment donné. Voilà. Parce qu'on on se ressemble peut-être, mais on n'est jamais identique. Donc, c'est ça qui fera la qualité d'un film. On ne va pas plaquer une scène déjà écrite, déjà faite, déjà jouée ailleurs parce qu'elle a fonctionné. Ça aurait aucun sens. Et en plus, elle serait désincarnée. C'est pareil pour le doublage, c'est pareil pour... je ne sais plus d'où on est parti, mais en tout cas, ça répondait à la question. Tu sais, c'est le moment où les films... Ah oui, non. Oui, c'était par rapport à l'IA. Oui, on est parti des réseaux sociaux. Ça va être... oui, et les réseaux sociaux, le problème, c'est qu'on a beaucoup de contraintes. On ne peut pas faire la promo de quelque chose qu'on a fait quand on est comédien ou DA avant qu'il soit diffusé. Donc après, ça a moins d'intérêt, sauf par rapport à ceux qui peuvent t'engager. Et ceux qui t'engagent, c'est donc des DA en tant que comédien. Ceux qui t'engagent, c'est des DA. Et les DA, on va dire les DA, tu peux les rencontrer que en te déplaçant dans les studios ou en suivant des formations. Il n'y a pas de réseau pour se faire connaître des DA. Par contre, on peut éventuellement, si on en connaît un, les inviter à aller nous voir quand on est comédien sur scène ou à les inviter à voir un film dans lequel on a joué qui passe à la télé ou au cinéma. Bon, voilà. Donc, en fait, c'est se faire connaître comme comédien, des DA. Et de manière générale, on passe pas par les castings, voilà, pour diriger pour notre propre distribution. On passe pas par les castings. Donc, ça sert à rien de se faire connaître des castings. Mais par contre, se faire connaître quand on est connus tous, forcément, les DA, on peut appeler un comédien qu'on connaît pour l'avoir vu jouer, par exemple, au théâtre. Et pour les débutants? Pour les débutants, il y a les formations doublage, parce qu'ils ne sont animés que par des DA, qui peuvent donc potentiellement vous voilà, ou par les potes qui ont déjà fait du doublage et donc envoyer des CV, envoyer des liens, des mots, des bandes démos. Mais franchement, on en reçoit tellement honnêtement que c'est souvent beaucoup d'épée, beaucoup d'énergie pour rien parce qu'on préfère de toute façon pour distribuer. Moi, j'ai besoin de connaître un peu le comédien. C'est-à-dire, j'ai besoin de connaître son énergie. Et puis parfois, je vois des choses magnifiques, mais c'est voilà, est-ce que on va parler le même langage? Donc, on a besoin de connaître, c'est normal. Enfin. Faut qu'on soit plus... faut qu'on soit dans une démarche d'espoir. Il faut leur donner quand même une perspective qu'ils vont y arriver. Donc, il faut qu'on leur donne une piste au-delà de la formation pour les jeunes qui ont envie de faire du doublage. Parce que là, tu dis, donc, si on dit non mais il faut qu'ils soient comédiens déjà. Ouais. Voilà. Et s'ils n'aiment pas ça, ça va être compliqué. Si les comédiens qui n'aiment pas le doublage, ils font pas de doublage, hein, et ils le regrettent quand il y a le Covid. Oui. Petite parenthèse. Oui, là, tu as eu plein d'appels. Ah oui, là, tout d'un coup, j'ai eu plein de comédiens qui disent « En fait, c'est toujours directrice de... » Oui, parce qu'on pouvait pas tourner, mais on pouvait enregistrer à derrière le micro avec des masques. Enfin, pas celui qui était derrière le micro, mais ceux qui étaient l'ingé son. Et voilà. Après, je pense qu'ils se trompent parce que le doublage peut leur apporter beaucoup de choses. Quand je parlais tout à l'heure des techniques pour arriver à des états, bon, ben voilà, c'est un média, ça doit faire partie. En plus, ils ont des rôles souvent qu'on leur donne derrière le micro qu'on leur donnera jamais à la caméra. Et puis souvent, en plus, ils ont des personnages à défendre quand ils sont pas connus. Ça peut être des rôles un rôle principal. Donc, et peut-être eux, ils sont encore pas encore à ce stade de notoriété où on leur donne des rôles principaux à défendre devant la caméra. Donc, c'est extraordinaire en fait le doublage quand tu es comédien. Mais je pense qu'ils sont ignorants, voilà.
Ceux qui n'aiment pas, mais il y en a beaucoup Ceux qui n'aiment pas. qui n'ont pas envie, mais il y en a clairement. Après ce podcast, il y aura beaucoup plus de gens qui auront envie. Et puis comment faire pour être DA, peut-être les démarches auprès des boîtes de doublage avec un CV, mais dans ces cas-là, il faut montrer qu'on a déjà dirigé des comédiens. Et aussi, souvent, parmi les comédiens qui ont fait beaucoup de doublage, ils sont cooptés pour faire des directions. Mais ça, pour moi, c'est pas le meilleur parcours. Mais de fait, c'est comme ça que la plupart arrivent à devenir DA. C'est qu'ils commencent comédiens, ils sont comédiens principaux d'une série à l'infini, par exemple, de, je sais pas, Dr House ou je sais pas quoi. Et puis finalement, au bout d'un moment, le DA décède ou part vivre dans le Gers. Oui, voilà. Et dans ces cas-là, il n'y a plus de DA pour diriger. Il y a une question, mais qui presque, je suis pas sûr qu'il y ait de réponse, mais c'est pour ça qu'il faut essayer de créer de l'espoir tout le temps. C'est qu'on se rend compte que, alors je parle vraiment des gens qui travaillent dans ce milieu, parce ça arrive qu'il y ait des jeunes ou des moins jeunes qui veulent se lancer dans ce milieu, mais qui vont pas avoir la notion de travail. Enfin, on part du principe que tout le monde a cette notion et qu'il va falloir travailler, proposer des choses, être dans l'action. On se rend compte que quand même, c'est toujours une histoire de rencontre. Et il y en a beaucoup qui font le raccourci vers le piston, etc. Mais en fait, soit on part du principe que le piston est forcément dans ce milieu, dans le sens où c'est question de rencontre, mais c'est pas je suis pistonné parce que je suis le fils d'eux. C'est en fait, on est dans un milieu où on travaille forcément avec des gens, donc il faut aller créer ces rencontres. C'est ces rencontres qui vont créer des carrières, des parcours, etc. Mais comment on fait pour justement créer ces premières rencontres et aussi ne pas rentrer dans ce truc de on est dans l'objectif de toujours la rencontre, et on peut perdre l'espoir et le plaisir de faire la chose. Comme tu dis, par exemple, on cherche à trouver un producteur pour faire notre premier long métrage. On passe énormément de temps à faire des recherches de la paperasse, à essayer de rencontrer, personne nous signe. Comment on garde la flamme en fait, pour continuer de faire ça, pour chercher des gens, mais continuer d'alimenter sa passion. Parce que quand on est jeune et qu'on veut faire du doublage, on va peut-être pas vivre directement du doublage. Comment on crée ces rencontres tout en trouvant cet équilibre de je continue à faire ma passion. Est-ce que tu aurais un... Alors, on peut être assistant de direction de doublage, qui est un bon aussi moyen de devenir directeur artistique, au-delà de la comédie, quand on n'est pas comédien. Et assistant, c'est aider les directeurs artistiques à faire justement leur distribution et à faire le plan de travail des enregistrements. Et puis, si on veut vraiment apprendre encore mieux pour devenir DA, on peut aller sur les plateaux, assister, voir comment on dirige les comédiens et puis remplir son carnet d'adresses. C'est bien aussi de se faire connaître des chargés de prod, donc des différentes boîtes de doublage. Il y en a partout dans Paris. Il y en a plein des boîtes de doublage. Il y a donc des stages aussi en alternance, je disais, mais dans les boîtes de doublage aussi. Je disais dans les chaînes, mais aussi dans les boîtes de doublage. Sinon, c'est vrai qu'il y a quand même aussi les fils d'eux et les filles d'eux. Ouais. On peut commencer à être comédien de doublage. Alors voilà, ce que je n'aime pas utiliser comme mot, parce que ce n'est pas ces comédiens que je vais forcément, moi, le préférer, mais il y a certains comédiens qui font du doublage et qui ne font que ça, et qui ont commencé tout petit parce que leur père ou leur mère était directeur artistique. Il y a une forme de reproduction sociale qui est très présente dans le cinéma, et en fait, dans l'idée, c'est pas tant... Moi, j'ai toujours défendu que le problème n'était pas tant les fils d'eux, les filles d'eux, ce qu'on appelle le népotisme, les népo-babies, etc. C'est en fait la part qui représente sur l'ensemble de l'industrie qui est un problème. C'est-à-dire que, oui, en fait, si tu regardes dans la reproduction, par exemple, des commerçants, il y a une reproduction sociale où, en fait, effectivement, il y a beaucoup de commerçants, ou dans l'agriculture aussi, où tu vas reproduire le schéma que tu as connu, et tu n'as connu que ça. Donc, la problématique, elle n'est pas tant liée au fait qu'il ne faut pas qu'il y ait cette reproduction sociale. Elle est logique, cette reproduction sociale. Psychologiquement, ça le paraît. Mais en revanche, il ne faut pas qu'elle représente une part trop importante de l'ensemble de l'industrie. Et pour pas qu'elle représente cette part trop importante, c'est
à ce moment-là que nous, on dit il faut lutter contre le plafond de verre et faire rentrer des nouveaux profils. C'est pas tant dire taper sur les visées en disant tu mérites pas, parce que si ça se trouve, il y en a qui sont très très talentueux. Il y en a moins. Mais il y en a. Non, mais je rigole. Mais en fait, c'est de dire, c'est de travailler le truc mécaniquement de l'autre côté en faisant rentrer tous ces nouveaux profils-là. Oui, oui. Et en ce sens, l'engagement que tu as, toi, pour ce réalisme, etc., et d'aller chercher des nouveaux profils, c'est ça qui est salutaire. Mais par exemple, il n'y a pas beaucoup de DA noirs. Maintenant que là, je parlais des comédiens, mais des DA noirs, il n'y en a pas beaucoup, par exemple. Il n'y a pas beaucoup de gens issus de la diversité qui... Non, franchement, non. Donc, on parle de parité, mais par exemple, il n'y a pas de représentation. Parce que maintenant que tu en parles, tout d'un coup, ça me... Et donc, il y a encore des places à prendre. Il y a encore des places à prendre, tout à fait. Et sinon, pour répondre aussi à ta question sur comment renouveler aussi son désir et sa foi en direction artistique de doublage, je pourrais prendre mon exemple récent. J'ai commencé en travaillant dans une société et aux côtés d'un DA qui était aussi directeur de société de doublage, qui faisait que des films qui étaient primés à Cannes. Donc, alors, soit j'étais assistante, soit je dirigeais, soit je faisais un petit peu de la direction, mais pas entièrement sur tout le film, des films de Ken Loach, comme je disais, de Mike Lee, de Frères Cohen, Haneke, Polanski, etc., etc. Et puis, après, j'étais complètement autonome, donc j'étais plus du tout adossée à cette société de doublage, et j'ai été repérée par TF1. C'est-à-dire que la directrice du secteur doublage à TF1 a bien aimé ma façon d'appréhender le travail. Et donc, je suis passée de chefs-d'œuvre, on va dire, internationaux, à téléfilm pour milieu d'après-midi. De Noël, par exemple. Oui, j'allais dire, c'est de là qu'on en revient au téléfilm de Noël. Voilà. Donc, c'est un exercice complètement différent. Et moi, j'aime bien les deux parce que dans les deux, il y a des défis différents donc à relever que j'aime bien. Et puis, il y a toujours de la dramaturgie, puis il y a toujours de la direction d'acteur. Bon, voilà. Mais c'est vrai que un peu parce que ma vocation n'est pas vraiment de faire carrière là-dedans aussi, faut avouer, je me suis un peu complue dans ce rapport-là de confiance, et je n'ai pas frappé aux autres portes. Jusqu'à ce que, dernièrement, justement, un petit manque de travail et donc d'argent me fasse dire « Mais pourquoi j'ai mis tous mes œufs dans le même panier ?» Et en plus, quelque part, même si TF1 m'a donné des belles séries à défendre, j'ai fait vraiment des... D'ailleurs, celle que j'ai citée tout à l'heure, c'était TF1. Quoi, Dr House? Voilà, non, j'ai pas fait Dr House. Et je sais pas si c'est sur TF1 d'ailleurs. Mais je crois que c'est sur TF1, c'est pour ça que je l'ai dit. En tout cas, c'est vrai que donc j'ai frappé à la porte de Studio Canal, et forcément, ils ont d'autres types de films. Et là, ils viennent de me donner un film qui aurait jamais été acheté par TF1. Parce que forcément, il y a des lignes éditoriales dans les chaînes, et puis ça se répercute dans tous les stades de la production, de la post-prod, etc., donc du doublage. Et donc là, je vais travailler sur un film, voilà, qui m'émoustille parce que c'est un super beau film. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est qu'en fait, tu recrées l'élan désir, en allant toi-même démarcher les gens et en faisant quoi. À chaque projet. En fait, à chaque projet, il y a un nouvel intérêt, voilà. Il y en a certains qui travaillent trop dans le doublage, on va dire. C'est-à-dire qu'ils enchaînent film sur film, téléfilm, série sans voir le jour. Bon, mais c'est comme tout, c'est des excès. Les excès font qu'à un moment on perd un peu le goût parce qu'on est gavé. Voilà. Donc là, en plus, le fait de passer du doublage au théâtre, Voilà, exactement. à l'écriture et à la peinture aussi, Voilà. tu as des lieux d'expression, Voilà, de production en fait qui sont... Que je suis jamais... voilà, je suis toujours passionnée
Et même quand la preuve, c'est que là, à la fin d'une des séries, je fais une petite fête, parce que ça se fait dans le métier, avec les comédiens pour les remercier de leur travail. Et ils se sont cotisés et m'ont fait un cadeau, dont un t-shirt avec ce qu'ils pensaient de mon travail. Voilà. Et donc, il y avait passionné. Et je pense que ça vient de ça, du fait que je fais différentes choses, que je suis jamais arrivée à saturation. C'est jamais devenu une véritable routine. Mais bon, ça, c'est aussi un peu le hasard. C'est parce que j'ai jamais voulu lâcher. C'est le hasard, et aussi c'est par choix. Effectivement, j'ai jamais voulu lâcher mon rêve de devenir réalisatrice. Pour revenir à ta question de qu'est-ce que je vais faire petite. Et donc, je continue à écrire. Je continue à aller dans les festivals pour rencontrer des producteurs avec mes trucs. Donc, je rencontre aussi des réalisateurs. Donc, je continue à travailler en tant que comédienne et au théâtre, et je fais des lectures. Et voilà. Donc le travail. La passion et le travail. Ouais. Et tout se nourrit, voilà. Parce que quand on écrit, eh ben, on enrichit notre capacité à lire aussi la dramaturgie dans les films des autres. Donc, quand on doit diriger une scène, qu'on arrive en plein milieu d'un film avec deux comédiens qui viennent doubler deux personnages qui n'ont qu'une scène au milieu, par exemple, on a vu le film il y a longtemps quand on a fait la distribution, il faut tout de suite se rappeler des enjeux pour pouvoir diriger. Donc, d'avoir fait de la lecture de scénarios, d'avoir écrit des scénarios, et donc d'avoir une lecture dramaturgique assez aiguisée, ça nous permet de mieux diriger. Donc, et quand on est comédien aussi, ça nourrit aussi d'avoir écrit ou d'avoir abordé la réalisation, parce que on comprend mieux les effets, on comprend mieux le cadre, jouer avec le cadre. Enfin, je pense que voilà, tout ce qui peut être vase communicant dans nos métiers artistiques ne fait que nourrir notre palette. Et l'envie et la passion. Et la passion. C'est clair. Bah, moi, c'est vrai que je pense qu'un des trucs qu'il faut lâcher le plus quand on se lance ou quand on est au début un peu de ce milieu, c'est un peu le même problème que quand on se dit quand je serai riche, c'est bon, tous mes problèmes seront résolus. C'est qu'on croit souvent quand on se lance qu'il y a soit une porte secrète, soit un niveau où ça y est, tout ira mieux. Dans les projets, je vois, moi quand je me suis lancé, il y avait ce truc de ah, mais quand j'aurai tant de budget, j'aurai plus de problèmes ou j'aurai plus de problèmes de temps, etc. Et il y avait une phrase que j'aimais bien alors je sais plus la phrase exacte, mais de James Cameron, qui disait que même quand il a fait Titanic, on lui a pas tapé sur l'épaule en disant c'est bon, carte blanche, tu fais Avatar, tu vois. Et qu'en fait, à tout niveau, et on le retrouve dans l'entrepreneuriat et dans tout domaine, c'est il n'y aura jamais plus de problèmes, jamais plus de nouvelles expériences. Et si on accepte ça dès le début, de se dire ah ben je veux tendre vers ça, mais c'est pas quand j'aurai fait mon long, ça y est, j'aurai tout coché, mais plus se dire chaque étape est intéressante, chaque parcours est intéressant. Je trouve que ça rejoint ce que tu disais sur le doublage, de se dire je vois pas que le doublage, mais tout ce que je fais autour me nourrit pour y arriver, quoi. Et c'est comment j'exprime ma créativité dans la contrainte. Parce qu'en réalité, la contrainte, elle est permanente, mais surtout les moyens d'expression. C'est-à-dire qu'il y a de base un cadre, en fait. T'as la limite du cadre de ta caméra, t'as la limite du cadre de ton tableau, mais t'as une contrainte, en fait. Et la contrainte budgétaire, c'est une forme de cadre Oui. comme une autre, qui est très, très présente dans le cinéma, parce que ça coûte très cher, mais... Ça l'est aussi dans le doublage, mais à moindre échelle, bien entendu. Quand on doit, par exemple, doubler un téléfilm, parce que comme le téléfilm, c'est un produit, là je choisis mon mot, hein, qu'ils n'achètent pas cher, ou qu'ils achètent cher, non, qu'ils achètent pas cher, je pense. Ils n'ont pas envie proportionnellement de mettre beaucoup d'argent dans le doublage. En plus, ils le passent à des horaires où il y a peut-être moins de visibilité, donc moins de pub, donc moins de... voilà. Donc, ça reste dans un petit budget. Donc, un téléfilm, ça peut faire 90 minutes et paradoxalement, c'est très long à doubler. Enfin, non, ça devrait être très long à doubler parce que ça parle tout le temps.
Dans un film de Gus Van Sant, tu as 3 dialogues. Donc, à doubler, théoriquement, tu n'as pas besoin d'une semaine. Dans un téléfilm de Noël, par exemple, ça n'arrête pas. Et même des fois, ils sont plusieurs à parler en même temps pendant 90 minutes. Donc, techniquement, on devrait avoir du temps. Et on en a encore moins. Et comme le temps, c'est de l'argent, J'aime bien demander aux invités quelle est la phrase, la citation de film qui les a marqués, qu'ils adorent par-dessus tout, ou du moment, qui leur parle, etc. Et pourquoi? Moment de... Les silences sont très importants en comédie. voilà, c'est ça. Tu l'as oublié depuis tout à l'heure. Elle a oublié. Je choisis, je sais pas quel temps faut que j'utilise en bonne comédienne. J'ai demandé à Marie de préparer la citation. J'ai pas de mémoire, paradoxalement. Donc, un des films que j'ai préféré ces dernières années, c'est Parasite. Donc, j'avais envie de trouver quelque chose là-dedans. Et il y a une phrase qui je trouve me va bien parce que j'ai tendance à à être assez anxieuse, à me mettre beaucoup de défis. Et quand j'arrive pas à les atteindre, ou pas des défis, mais plutôt des programmes, quand j'arrive pas à les atteindre, je me sens minable. Et donc, cette phrase, justement, elle me fait du bien parce qu'elle dit sans plan, Vas-y, au bout. pas de... On peut pas se foirer. On peut pas se foirer. Voilà, merci. Sans plan, on peut pas se foirer. C'est un peu un résumé de ce qui vient de se passer ici pendant 1h30. Donc, merci Marie pour cette boucle bouclée. Sans plan, on ne peut pas se foirer. Improv, c'était magnifique. Check.